Plus d'informations sur www.muséepréhistoire.com. Bien, eh bien, écoutez, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être venus aussi nombreux et nombreuses à cette conférence. Donc effectivement, c'est une présentation qui va porter sur l'épée de Digne, qui est une épée de l'âge du bronze, donc âge du bronze, qui est dans nos régions une période qui débute vers 2200 avant notre ère et qui se termine vers 800 avant Jésus-Christ. À partir de 800 avant Jésus-Christ, on passe donc à l'âge du fer. Et c'est la période qui voit un développement sans précédent de la métallurgie du cuivre et de ses alliages. C'est-à-dire qu'on va venir prendre du cuivre, on va le mélanger avec d'autres métaux, comme de l'étain, comme du plomb, de manière à obtenir d'autres métaux, des nouveaux métaux avec des meilleures propriétés, notamment pour réaliser des outils et des armes. Donc cette épée de Digne, comme ça a été dit, j'ai fait ma thèse sur ce type d'épée, notamment dotée d'une poignée métallique. L'objectif de ma thèse, c'était notamment de comprendre comment ces armes étaient faites et de manière à pouvoir revisiter les idées un peu préconçues qu'il y a eu sur la circulation des objets, donc sur les échanges dont ces armes de prestige ont pu faire l'objet. Cette épée, elle faisait partie de mon corpus de thèse, puisqu'en fait, elle est déjà connue dans la littérature archéologique. De fait, elle a été publiée par un érudit local du sud-est de la France, donc qui s'appelle Henri de Gérin-Ricard, qui est, comme beaucoup d'érudits à l'époque, issu d'une riche famille d'industriels de Marseille, et qui faisait partie de beaucoup de sociétés savantes locales, qui a été également conservateur adjoint du musée d'archéologie de Marseille, pardon. Parmi ces nombreuses publications qui portent notamment sur le département qui s'appelait encore les Basses-Alpes à l'époque, on trouve une petite note publiée dans le bulletin de la Société scientifique et littéraire des Basses-Alpes en 1931. C'est vraiment un article court qui fait 3 ou 4 pages dans lequel il présente cette épée. Et cet article s'accompagne de cette photographie que vous avez à droite, donc à droite de l'écran ici, qui est en fait une photographie assez peu exploitable, qui laisse planer de nombreux doutes sur la structure de l'épée. Donc on distingue quand même certains décors de la garde, mais si on prend par exemple les encroûtements ici au niveau de la fusée, donc qui est la partie centrale de la poignée sur laquelle l'utilisateur plaçait sa main, on ne distingue pas bien de quoi il s'agit, et de la même manière, la structure du pommeau reste largement inconnue à partir de cette photographie, qui est de qualité somme toute assez médiocre. Par ailleurs, Henri de Gérin-Ricard livre un certain nombre d'informations concernant la provenance de l'arme. Alors, il nous dit que cette épée a été trouvée dans la cave d'une maison forestière, située à environ 1000 mètres d'altitude, et située sur les pentes du Cousson, qui est une montagne que lui localise dans son article au nord-est de Digne-les-Bains. Il nous dit par ailleurs que cette maison forestière est située au lieu dit les Hautes-Terres ou les Dernières Bastides. Alors ces informations, elles sont en partie erronées. Le Cousson, c'est bien une montagne qui existe à proximité de Digne, mais qui est située au sud de la ville, comme vous le voyez sur les extraits de cartes IGN ici. Et par ailleurs, j'ai trouvé aucune trace d'un lieu-dit qui s'appellerait les Hautes-Terres ou les Dernières Bastides. Néanmoins, il y a quand même un lieu-dit qui correspondrait plutôt bien à la description qui est proposée par Henri Gérin-Ricard, qui est le lieu-dit qui s'appelle les Hautes Bâties de Cousson, qui est situé effectivement à environ 1000 mètres d'altitude, 1095 mètres selon l'IGN, et qui est, alors j'ai pas fait de recherche toponymique approfondie, mais d'autres archéologues s'accordent à dire que ça pourrait correspondre avec les hautes bâties, qui seraient une sorte de contraction entre les Hautes-Terres et les Dernières Bastides. Par ailleurs, au niveau de ce lieu-dit, on trouve bien une maison forestière. C'est ce que vous avez ici en haut à droite sur l'image satellite. Maison forestière qui est aujourd'hui en ruine. On voit qu'il n'y a plus de toit notamment. Et donc, bon, moi, je ne me suis pas rendu sur place, mais il y aurait certainement des recherches à faire afin de voir s'il y a bien une cave et s'il s'agit bien de cette maison-là en particulier. Concernant la découverte dans la cave, Henri de Gérin-Ricard propose qu'il s'agisse en fait d'une découverte réalisée par un agriculteur qui habitait cette maison forestière et qui aurait trouvé cet objet dans les champs qu'il cultivait. Alors bon, c'est tout à fait plausible. Il y a beaucoup d'agriculteurs qui effectivement découvrent des vestiges archéologiques qui sont perturbés lors de labours par exemple. Il aurait ainsi récupéré ce fragment d'épée et il l'aurait mis au rebut à sa cave avec d'autres objets en métal destinés à être revendus. C'est en tout cas l'hypothèse d'Henri de Gérin-Ricard qui dit qu'il s'agit d'une pratique commune dans les campagnes provençales à la fin du 19e et au début du 20e siècle.
Alors, moi, je ne sais pas si c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est-à-dire que dans son récit, il n'indique pas s'il a une source qui permet vraiment d'affirmer que cette découverte s'est bien déroulée comme ça, ou si on a bien un agriculteur qui a jeté cet objet. À mon avis, on ne peut pas non plus totalement exclure la possibilité que la cave ait été dotée d'un sol à même les sédiments sur lesquels la maison a été construite, et que lors de travaux, il y ait des creusements qui aient été faits et qu'on soit venu perturber, par exemple, une sépulture dans laquelle cette épée était abandonnée. Bon, quoi qu'il en soit, depuis hier, j'ai donc eu l'occasion d'observer cette épée, d'en réaliser une description un peu plus complète, et de venir donc combler un petit peu les lacunes qui existaient dans la description proposée par Henri de Gérin-Ricard. Je vais donc commencer par procéder à une description de cette arme, qui est, comme vous le voyez, un fragment qui mesure 14 cm de long, avec une poignée complète et un fragment de lame, et qui pèse 440 grammes en masse. La lame est vraiment toute petite, on a à peine 2 cm de conservé, avec, j'espère que vous le voyez, un décor qui est composé de filets, c'est-à-dire de fins sillons qui partent de la poignée et qui allaient vraisemblablement à l'origine jusqu'à la pointe. Concernant la poignée, il y a un pommeau qui a une forme assez difficile à décrire. En archéologie, on parle souvent de pommeaux réniformes, c'est-à-dire de pommeaux en forme de rognon ou de sorte de haricot, même si ce terme ici n'est pas exactement adapté, c'est le plus proche qu'on ait à notre disposition dans le vocabulaire. Ce pommeau, il est décoré de 4 bandes aplaties dans lesquelles on trouve de fines incisions verticales. Vous les verrez un peu mieux sur la prochaine diapo. Et il porte également 4 dépressions sur son sommet, donc 4 ouvertures de forme quadrangulaire dont la fonction reste assez floue. Le plus probable est qu'il s'agisse d'ouvertures qui aient servi à des incrustations ornementales à la surface de cette épée, avec des petits cabochons, des petits éléments. Alors, il peut s'agir d'éléments organiques, par exemple d'éléments en os ou en bois qui étaient incrustés à cet endroit pour venir créer un contraste coloré avec le bronze qui est initialement de couleur dorée. Mais on peut aussi imaginer des décors à base d'éléments métalliques, notamment à la fin de l'âge du bronze, on connaît des épées avec des décors en fer. Autre possibilité ici, il pourrait s'agir d'une incrustation plus importante qui soit destinée à venir couvrir le sommet du pommeau avec en fait un système de tenon et mortaise avec une petite pièce, par exemple en bois ou en os, qui était insérée à l'intérieur de ces 4 ouvertures à l'aide de tenons. On a ensuite une partie qu'on appelle la fusée, donc qui est la partie centrale de la poignée. C'est une partie plus simple qui est de forme bombée, de section ovale, avec un décor extrêmement limité qui consiste en 3 groupes de 3 fines nervures horizontales. Sur cette poignée, on observe également des encroûtements de couleur verte, vraiment un vert très vif qui contraste avec le reste de la poignée. Et je pense qu'il pourrait s'agir d'éléments organiques minéralisés, c'est-à-dire des éléments organiques comme du textile, du bois ou du cuir, qui étaient au contact de la poignée. Et lorsque ces éléments se sont décomposés, la matière organique a été progressivement remplacée par la corrosion qui se développait à la surface de l'épée. Donc c'est un processus qui est bien connu des archéologues. C'est pour ça d'ailleurs que quand on trouve des objets métalliques, c'est important de ne pas les frotter ou quoi que ce soit, sans quoi on pourrait perdre ce genre d'informations. Donc on aurait en quelque sorte ici les restes fossilisés d'éléments en matière organique qui ont été plaqués sur les côtés de la poignée, peut-être de manière à élargir un petit peu la fusée, de manière à ce qu'elle tienne mieux dans la main de l'utilisateur. Et puis pour finir, on a la garde, qui est une garde de forme triangulaire, avec ce retrait à la base de la lame qu'on appelle une échancrure, qui est ici arrondie, et puis garde qui porte un décor, alors que vous verrez peut-être mieux sur cette diapositive, donc un décor avec 2 bandes obliques, encore une fois de fines incisions qui rappellent celles de pommeau, et puis également un décor ici de ces mêmes incisions qui vont suivre le contour de l'échancrure. Et juste au-dessus de ce motif, alors je ne sais pas si on le voit ici, je pense qu'il va falloir me croire sur parole, je suis désolé, c'est pas très lisible, on a un très fin décor de petites lignes qui viennent former des chevrons à ce niveau-là.
Alors bon, vous voyez ici, on a une photographie du pommeau sur lesquelles on voit un petit peu mieux ces bandes aplaties avec ce décor de fines lignes incisées. On voit aussi, grâce à la lumière ici, que les cavités à l'intérieur du pommeau ont vraiment été curées, vraiment été vidées totalement, ce qui ne permet pas de venir réaliser des prélèvements qui pourraient nous aider à déterminer quels éléments étaient incrustés à l'intérieur de ces cavités. Par contre, ici, vous voyez assez bien cet encroûtement vert, donc probablement un élément organique minéralisé sur le côté de la poignée. J'ai pas pu en déterminer avec précision la nature parce que c'est pas ma spécialité. Donc là, il faudrait qu'un restaurateur ou une restauratrice observe l'objet de manière à mieux déterminer la nature de cet élément organique. En tout cas, on n'a pas l'aspect typique du textile. C'est-à-dire que le textile va laisser une empreinte, on va retrouver l'empreinte des fils qui s'entrecroisent, qu'on ne voit pas du tout ici. En plus, on a un encroûtement assez épais qui fait 1,5-2 mm d'épaisseur, ce qui est beaucoup pour un tissu. Et puis, on n'a pas non plus une texture ligneuse qui pourrait indiquer du bois. Donc actuellement, l'hypothèse que je privilégie, c'est celle de cuir qui aurait été apposé sur les côtés de la poignée. Mais évidemment, il faut que ça soit confirmé par quelqu'un de plus spécialisé que moi. Par ailleurs, on voit assez bien une zone avec une corrosion différente du reste de la poignée, notamment avec une corrosion beaucoup plus cuivrée, beaucoup plus rougeâtre que le reste de la poignée, ce qui indique que ces bandes de cuir ou de matière, elles étaient initialement beaucoup plus étendues que ce qui est actuellement conservé. Par ailleurs, j'attire aussi votre attention à l'extrémité de la garde sur ces traces verticales qu'on peut voir, qui sont des traces qui traversent la corrosion et qui montrent la couleur du bronze d'origine, donc ce bronze couleur dorée. Et ça, c'est le signe que cet objet il a été un petit peu maltraité après sa découverte, avec quelqu'un qui a certainement voulu lui redonner son éclat et son lustre, et donc qui est venu avec un matériau un petit peu abrasif, tenter de nettoyer la surface, donc vraiment quelque chose à ne pas faire. Heureusement, il n'est pas allé trop loin et des restes organiques sont quand même préservés. On a un peu de la chance sur ce coup-là. Je vais maintenant tenter de remettre en contexte cette épée de Digne, c'est-à-dire de savoir où est-ce qu'elle se situe dans l'histoire des épées à poignée métallique et dans l'évolution de ces armes à travers l'âge du bronze. Vous allez voir que ce n'est pas une chose aisée puisqu'il s'agit d'une épée qui est quand même extrêmement singulière. Donc, je vais revenir rapidement sur l'invention de l'épée à l'âge du bronze. L'épée, il s'agit d'un objet qui apparaît autour du 3e millénaire avant Jésus-Christ dans l'Anatolie, donc l'actuelle Turquie. Vous avez en bas à droite ce qui est souvent considéré comme les premières épées en métal, donc les premières épées, puisqu'en réalité l'épée apparaît avec le métal, et qui proviennent donc du site d'Arslan Tepe dans le sud-est de la Turquie actuelle. Néanmoins, il y a quand même des débats sur la nature exacte de ces armes. En effet, on voit que ces épées, elles sont dotées d'une poignée plate, elles sont très courtes, et elles sont aussi réalisées en du cuivre pur. Le cuivre pur, c'est un métal qui est extrêmement malléable, qui se déforme très facilement, et donc on pense que ces épées sont plutôt des objets d'apparat ou de prestige plutôt que de réelles armes. Les premières véritables épées, elles apparaissent plutôt au milieu du 2e millénaire avant Jésus-Christ, donc on est 2500 avant notre ère à peu près, et elles proviennent plutôt du nord de l'Anatolie, c'est ce point-là sur cette carte. Là, on a affaire à des armes fonctionnelles, dont la lame était initialement dotée d'une poignée en matière périssable, typiquement en bois, et ce bois n'est quasiment jamais conservé, et donc on ne retrouve plus que la lame avec cette partie sommitale ici qu'on appelle la languette, sur laquelle était initialement fixée la poignée qui s'est aujourd'hui décomposée. À partir de la Turquie, les épées vont ensuite gagner vers 2000 avant Jésus-Christ la majorité de l'Est méditerranéen et le Moyen-Orient, notamment. C'est depuis ces épées turques que apparaissent les premières épées dans le monde égéen, donc en Grèce et dans les Cyclades. En Europe, disons continentale, la situation est un petit peu différente. En effet, il semble qu'on ait ici des foyers d'invention indépendants de l'épée qui ne se diffusent pas depuis l'Est, mais qui sont réellement des inventions locales, notamment dans le bassin des Carpates, en Europe atlantique, donc notamment en Bretagne et dans le sud de l'Angleterre, et puis finalement dans la péninsule ibérique, notamment dans le sud-est de l'Espagne, dans ce qu'on appelle la culture des Largars vers 1800-1600 avant Jésus-Christ.
Alors, je passe extrêmement rapidement sur ces premières épées, puisqu'il s'agit de productions assez limitées et qui circulent relativement peu. Et je fais un bond dans le temps pour aller à une période qu'on appelle le bronze moyen. On est aux alentours de 1450 avant Jésus-Christ. 1450 avant Jésus-Christ, c'est l'apparition d'un nouveau type d'épée que les archéologues appellent les épées à fusée octogonale, comme l'exemplaire que vous avez à gauche ici. Et c'est vraiment le premier type d'épée qui rencontre un succès international. C'est ce que vous voyez sur cette carte à droite. On voit que ces épées ont énormément circulé en Europe et qu'elles se distribuent en 2 foyers principaux. Un situé immédiatement au nord des Alpes, ce qu'on appelle la zone nord-alpine, et un situé plutôt dans le sud de la Scandinavie, donc on est à l'actuel Danemark et dans la région du Schleswig-Holstein en Allemagne. Ici, on a vraiment une évolution dans la manière dont ces épées sont produites et consommées, avec notamment des types d'épées qui sont majoritaires et qui représentent la quasi-totalité des épées produites à l'échelle de l'Europe à cette époque-là. Ces épées à fusée octogonale, elles marquent aussi le début d'une lignée d'épées qu'on appelle les épées, qu'on appelle la lignée nord-alpine, et elles vont donner lieu ensuite à plusieurs types jusqu'au Xe siècle avant Jésus-Christ. Donc pour synthétiser très vite, les épées à fusée octogonale, elles sont utilisées en Europe entre 1450 et 1300 avant Jésus-Christ. Puis au XIIIe siècle avant Jésus-Christ, elles laissent place à ce qu'on appelle les épées du type Rixé, qui évoluent elles-mêmes en épées à fusée à 3 bourrelets. Puis au Xe siècle avant Jésus-Christ, les derniers représentants de cette lignée nord-alpine, ce sont les épées à pommeau en coupelle. Donc jusqu'au Xe siècle avant Jésus-Christ, la quasi-totalité des épées à poignée métallique qui sont découvertes en Europe appartiennent à cette lignée nord-alpine. On a un véritable monopole de ces épées dans la consommation. Les consommateurs n'utilisent quasiment que ce type d'épée à l'échelle européenne. Ce sont aussi, je l'ai dit, des épées qui circulent énormément. On le voit à travers ces 2 cartes de répartition, à partir du XIIIe siècle avant Jésus-Christ et jusqu'autour de 900 avant notre ère. Ces épées sont toujours retrouvées dans cette zone nord-alpine, donc au nord des Alpes, ce qui correspond à l'Autriche et à la Bavière actuelle. Mais elles vont aussi essaimer en grande quantité, non plus du côté de la Scandinavie, la connexion semble rompue à partir de 1300 avant notre ère, mais plutôt du côté du bassin des Carpates. J'insiste aussi sur le fait que durant ces périodes-là, et jusqu'à environ 1000 avant Jésus-Christ, l'Europe occidentale, et notamment la France, fait vraiment figure de périphérie pour ces épées à poignée métallique, c'est-à-dire qu'on en retrouve très peu dans nos régions, et la majorité des épées qui y sont retrouvées sont des pièces importées. Et puis les choses changent assez radicalement au IXe siècle avant Jésus-Christ. On a une rupture stylistique et on a aussi une diversification des types d'épées. C'est-à-dire qu'on n'a plus seulement un type d'épée majoritaire, mais plusieurs types qui vont venir se côtoyer. Alors je les passe rapidement en revue, mais l'objectif c'est pas de faire un cours de typochronologie comme on dit en archéologie, mais c'est notamment une époque à laquelle on trouve ces épées très caractéristiques, avec un pommeau arqué et ovale, et puis surtout une garde à aileron qui contraste avec les gardes plus arrondies utilisées auparavant, donc c'est ce qu'on appelle le type Møringen. Et puis on a également des épées composites qui apparaissent à cette époque-là, donc notamment avec des épées qui vont allier différents métaux, par exemple du bronze et du fer à droite, mais aussi avec des métaux et des matériaux organiques, comme c'est le cas avec cette épée de Pont-sur-Seine qui a un insert en os très bien conservé à l'intérieur du pommeau. Et puis, dernier développement également à cette période-là, ce sont les épées qu'on appelle à antenne, qui sont ces épées donc avec un pommeau très développé, très élancé, avec 2 barres latérales qui vont venir s'enrouler de manière plus ou moins lâche ou plus ou moins dense pour former des spirales. Donc au IXe siècle avant Jésus-Christ, cette diversification, elle est vraisemblablement liée à l'émergence de nouveaux artisans et de nouveaux utilisateurs qui rompent avec la tradition nord-alpine et donc qui vont pousser les artisans à produire des épées beaucoup plus diversifiées. Alors j'ai vraiment résumé à l'extrême l'histoire de ces armes et la question maintenant c'est évidemment où se place l'épée de Digne à l'intérieur de cette évolution.
Alors, j'ai pas de réponse claire à apporter malheureusement, puisqu'il s'agit en fait de ce qu'on appelle en archéologie un unicum, c'est-à-dire une pièce qui a des caractéristiques tellement hors du commun qu'on n'est pas capable de la placer dans un type d'épée en particulier. Donc elle n'a pas vraiment sa place dans la classification qu'ont fait les archéologues jusqu'à présent. Ce qui en fait une pièce unique, c'est notamment son pommeau, donc avec ce système d'incrustation qu'on ne connaît absolument nulle part ailleurs. Alors, comment interpréter ces unicums? C'est une question qui est délicate. Est-ce qu'on a affaire vraiment à un délire d'un artisan qui a laissé libre cours à son imagination? Est-ce qu'on a affaire à un artisan qui a répondu à une commande d'un utilisateur qui souhaitait vraiment une pièce hors du commun? Ou est-ce qu'il s'agit en fait de la partie émergée de l'iceberg, c'est-à-dire en fait d'une série d'épées qui a été produite à cette époque-là et dont celle-ci est son seul représentant qui nous soit parvenu? Alors, l'épée digne, elle est encore plus hors du commun, puisque des unicums, on en connaît pour l'âge du bronze, des pièces qui sont uniques dans leur catégorie. C'est par exemple le cas de cette épée de Vélexon, ici, qui a été récemment acquise par le musée des Beaux-Arts de Besançon. Je vous en parle puisqu'il s'agit en fait d'un cas assez similaire à celui de Digne, avec une épée qui était dans une collection privée, et le collectionneur a souhaité la donner au musée, et donc j'ai été sollicité pour en faire l'expertise. Alors, cette épée, elle est unique en son genre. Néanmoins, on voit que l'artisan ici est venu puiser dans d'autres types d'objets pour créer cette arme. Alors, on le voit particulièrement au niveau du pommeau, avec ce pommeau pyramidal qui reprend des éléments communs de l'âge du bronze, notamment des éléments d'épingle ou encore des éléments de manche de couteau. Pardon, j'en profite pour faire une pause. Ça veut dire qu'on a une pièce unique dans sa catégorie, mais que l'artisan qui a produit cette épée est quand même allé puiser dans un répertoire commun des éléments pour former cet objet qui ne rentre dans aucune catégorie pour les épées, mais qui utilise un vocabulaire, un répertoire commun. Ce n'est malheureusement pas le cas pour l'épée de Digne, et personnellement, je connais aucun objet qui présente ce type de forme pour le pommeau ou qui présente ce type d'incrustation. L'épée digne, elle sort aussi du commun en raison de sa localisation, c'est-à-dire qu'on a extrêmement peu d'épées à poignée métallique découvertes en Provence et plus généralement dans le sud-est de la France. Je vous montre un petit peu les découvertes locales qu'on connaît, avec notamment ici 3 épées qui ont en commun cette garde droite, garde à aileron et garde sans échancrure qui sont tout à fait uniques. Alors ces épées, elles sont un peu problématiques puisqu'il s'agit uniquement de découvertes anciennes qui sont très mal documentées. L'épée de Beaunieu ici, elle est conservée au musée d'Apt, mais il s'agit d'une découverte du 19e siècle sans contexte. De la même manière, l'épée d'Orange au centre, c'est une épée découverte au milieu du 19e siècle, qui se trouve aujourd'hui au British Museum, qui est passée entre les mains de plein de collectionneurs et dont on a un peu du mal à restituer l'histoire et dont la provenance est assez douteuse. Et puis tout à droite, l'épée de Tretz, elle est aujourd'hui perdue, elle aurait été découverte dans un tumulus à la fin du 19e siècle. Alors, même si la provenance est douteuse, ces épées, elles ont quand même des points communs qui attirent l'attention. Je pense à cette garde, j'en ai parlé, mais aussi, et là encore, j'ai bien peur qu'il faille me croire sur parole, puisque j'ai pas vraiment d'image très claire à vous montrer, à un décor de spirale qu'on va trouver dans la partie supérieure de la lame, qui est extrêmement caractéristique et qu'on ne retrouve que sur très peu d'autres objets. Donc là, on pourra avoir affaire à un type d'épée typiquement provençal de la fin de l'âge du bronze ou du début du premier âge du fer. Dans la région, toujours à la fin de l'âge du bronze, on trouve également des épées, donc qui sont ces fameuses épées à antennes que je vous ai déjà présentées auparavant, qui ici appartiennent à un type qu'on appelle le type Tarquinia, qui se caractérise par ce pommeau très élancé, avec, vous le voyez, ces spirales formées par les parties latérales du pommeau rabattues sur elles-mêmes. Alors, bon, là, encore une fois, il s'agit de découvertes un petit peu problématiques. Je pense notamment à cette épée présentée au centre ici, qui est dite avoir été trouvée entre Fort-Calquier et Manosque. Alors j'emploie le conditionnel, hein, c'est une épée qui est conservée au musée Calvet à Avignon et qui a été systématiquement publiée comme provenant du lac Trasimène en Italie.
mais il y a de récentes recherches qui ont été menées dans la correspondance des érudits provençaux, notamment au XVIIIe siècle. Et on a trouvé la trace notamment de lettres de l'ancien propriétaire de cette épée, le marquis de Caumont, qui présente cette épée comme ayant été trouvée par des ferrailleurs sur la route entre Forcalquier et Manosque, donc au XVIIIe siècle. Donc, bon, là, il y a débat. Toujours est-il que cette possible découverte donc dans le sud de la France semble plus probable que la découverte italique qui a été attribuée de manière un petit peu péremptoire et sans vraiment de débat autour. En tout cas, le fait qu'on ait ce type d'épée à poignée métallique et dotée de cette poignée à antenne dans le sud de la France et dans la région, c'est pas vraiment une surprise, notamment parce qu'on en connaît d'autres dans la région dont la provenance est plus assurée. Je pense notamment à l'épée de Bai. Alors là, on est un peu plus au nord, hein, on est dans la Drôme, mais on reste quand même toujours pas très loin de la Provence. Et puis également une autre découverte très ancienne, cette fois-ci à Marseille, avec cette épée ici, qui est aussi une épée de type Tarquinia, et qu'on ne connaît que par l'intermédiaire de ce croquis assez schématique, qui a été publié par Jean-Baptiste Grosson, donc au XVIIIe siècle. Bon, d'ailleurs, on voit hein, que l'auteur ici ne savait pas trop quoi faire de cette arme. Évidemment, au XVIIIe siècle, l'âge du bronze, hein, ça n'existe pas en tant que tel. Et donc, il a choisi de la mettre où il pouvait sur cette planche de lampe à huile romaine. Bon, en soi, hein, le fait qu'on trouve ces épées du type Tarquinia dans le sud de la France, c'est pas vraiment une surprise. C'est un type caractéristique de la péninsule italique. On en trouve notamment beaucoup de ces épées à l'intérieur, dans le centre et dans le nord de la péninsule italique. Mais vous voyez sur cette carte que c'est des épées qui vont essaimer pas mal autour des Alpes, et notamment à l'ouest du massif alpin, avec beaucoup d'épées découvertes notamment dans la vallée du Rhône, mais aussi dans les lacs suisses. Alors malheureusement, là, on a affaire à des cartes de répartition qui sont difficiles à interpréter, dans la mesure où, comme on n'a pas de moule qui nous soit parvenu pour la création de ces épées, on ne sait pas du tout si elles ont été produites en Italie ou ailleurs. Et puis, dernier élément, possiblement local, là aussi à prendre avec prudence, c'est une épée qui a été proposée à la vente en janvier de Villefranche-sur-Saône, et qui est une épée qui daterait de la toute fin de l'âge du bronze et qui est dite provenir de Gap. Là encore, beaucoup de prudence vis-à-vis de cette arme. La provenance n'est assurée que par une étiquette qui a été collée à la surface de l'épée. Elle n'apparaît nulle part dans la littérature. On ne dispose d'aucun élément de contexte. Et en plus de ça, certains musées n'ont pas choisi de l'acheter puisqu'ils ont jugé qu'elle était problématique et qu'il pourrait s'agir d'un faux. Donc là, j'ai pas assez d'éléments pour vous l'assurer. Mais en tout cas, c'est une épée qui est à prendre avec énormément de prudence, à la fois quant à son authenticité et évidemment à sa provenance. Donc pour revenir à notre épée de Digne, on voit que c'est une épée qui sort du lot. D'une part, je l'ai montré par son aspect, par sa forme, mais également par sa localisation et notamment sa découverte en Provence, qui est une région particulièrement pauvre en épée de l'âge du bronze. Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas du tout dresser de parallèles, et notamment ici, la garde de cette épée est intéressante puisqu'elle va ressembler assez fortement à d'autres épées qui datent du Xe siècle avant Jésus-Christ et qui proviennent de l'Est de la France, alors plutôt de l'Est comme la vallée de la Saône ou la Marne, donc plutôt Est-Nord-Est, on va dire. J'attire en particulier votre attention sur le parallèle avec l'épée de Courdemanche dans la Marne, donc une épée aujourd'hui conservée au musée d'Aubray à Nantes. Alors vous voyez que la partie supérieure de cette poignée d'épée, elle n'a rien à voir, hein. Elle n'a rien à voir par sa morphologie, avec ici un renflement très marqué dans la partie inférieure, et puis une partie supérieure de la fusée avec de nombreux bourrelets qu'on ne retrouve pas du tout ici. Très différente aussi avec le pommeau plat avec un bouton sommital, donc on ne retrouve pas non plus à Digne. En revanche, la garde, on retrouve cette même forme de garde triangulaire avec une échancrure arrondie et puis surtout une organisation du décor qui est relativement proche. C'est-à-dire qu'on va venir retrouver ici à l'extrémité de la garde ces lignes, ces cannelures obliques qui marquent la fin du décor de la garde qui est organisé autour et qui va suivre le contour de l'échancrure. Donc voilà, encore une fois, on a affaire à des épées qui ne sont pas du même type, hein, qui sont assez différentes, mais c'est actuellement parmi les meilleures comparaisons que j'ai pu trouver dans mon corpus à l'échelle de l'Europe.
Autre exemple ici, alors je m'excuse de vous présenter cette photographie qui n'est pas de très bonne qualité. C'est une épée donc draguée dans la Saône à Saint-Georges-de-Rénins dans le Rhône, enfin dans le département du Rhône, qui est conservée aujourd'hui au musée de Mâcon. Malheureusement, quand je suis allé là-bas, ils n'ont pas pu m'ouvrir la vitrine. Ils n'avaient plus les bons outils pour voir la vitrine et donc j'ai pas pu étudier cette épée. Voilà, ce sont des choses qui arrivent avec les vieilles vitrines dans certains musées. Bon, toujours est-il que à partir de cette photo, on remarque quand même une certaine similitude dans la garde, avec encore une fois cette garde triangulaire échancrée en arc de cercle, et puis encore une fois ce même décor guilloché, donc avec ces petits traits verticaux ou obliques qui vont suivre le contour de la garde. Alors, bon, néanmoins, la comparaison s'arrête là. En effet, je vous l'ai dit, ces épées, ce groupe d'épées caractéristiques du Xe siècle dans l'est de la France, elles présentent une fusée et un pommeau qui ont une forme bien différente par rapport à celle de Digne. Et puis, par ailleurs, la lame de ces épées est également fort différente. Bon, je peux pas revenir en arrière, zut, avec ce... Bon, excusez-moi, je ne sais pas si vous voyez bien, mais ici, juste sous la poignée, on a cette partie de la lame qu'on appelle un ricasso, qui est une partie légèrement crantée et qui est une partie de la lame qui a la caractéristique de ne pas être affûtée. Alors on ne sait pas très bien pourquoi certaines épées avaient cette partie supérieure de la lame non affûtée. Il y a certains archéologues qui pensent que les personnes qui maniaient ces épées ne plaçaient que 3 doigts sur la fusée et venaient placer le pouce et l'index sur la base de la lame pour avoir une meilleure maniabilité. Bon, c'est une hypothèse, hein, j'ai pas de réponse claire à apporter. Toujours est-il que ce ricasso, donc cette partie crantée et non affûtée qu'il y a à la base de la lame, n'est pas présente sur l'épée de Digne-les-Bains. Donc vraiment, hein, on a affaire, enfin on peut dresser un certain nombre de parallèles, mais on ne peut pas vraiment parler d'homogénéité stylistique pour autant. Donc on en revient quand même un petit peu toujours au même point, qui est qu'il n'y a pas vraiment d'éléments de comparaison satisfaisants, mais à mon avis, il va rester une piste à explorer pour cette épée de Digne, et c'est la piste des techniques de production. C'est-à-dire, on va explorer grâce à différentes techniques qui n'ont pas encore été mises en place, mais qui le seront, j'espère, d'ici la fin de l'année, comment la poignée et la lame ont été coulées et comment ces deux parties ont été fixées l'une à l'autre. Donc encore une fois, ça a été dit par Sylvie Jurietti, c'est des analyses qui seront réalisées en partenariat avec le CEA de Cadarache et actuellement ils sont en train de s'équiper avec le matériel nécessaire pour faire ce qu'on va appeler des analyses d'imagerie par rayon X que je vais vous présenter juste après et on espère que les appareils seront opérationnels d'ici la fin de l'année. Donc pour appréhender les techniques de production, on ne peut pas se limiter à une étude de surface des objets. Tout simplement puisque les artisans se sont vraiment attachés à effacer les stigmates du processus de production qui peuvent être visibles en surface. Ça veut dire qu'on est obligé d'aller voir à l'intérieur des objets pour déterminer comment ils sont produits. Et comme dans le cadre d'études archéologiques, on essaye toujours d'utiliser les techniques les moins invasives, hein, qui vont préserver l'intégrité de l'objet qu'on étudie. Durant ma thèse, j'ai utilisé un certain nombre de méthodes qui relèvent de l'archéométrie, c'est-à-dire des méthodes qui proviennent de champs comme la physique ou la chimie et qui vont être appliquées à des problématiques archéologiques et donc appliquées à des vestiges archéologiques. Alors ces méthodes, elles sont extrêmement nombreuses et ici je vais me concentrer donc sur les méthodes d'imagerie qui sont des méthodes qui utilisent les rayons X comme par exemple la radiographie. Bon, la radiographie, je pense que tout le monde ici est familier avec cette technique. C'est une méthode qui est utilisée énormément en contexte médical. Et pour la résumer un petit peu à l'extrême, on va venir projeter un rayonnement X qui est donc en fait de la lumière au même titre que la lumière visible par les yeux humains, mais qui a la caractéristique de passer à travers la matière en étant plus ou moins atténué selon les matériaux traversés. Ça signifie qu'en projetant ce rayonnement X sur un objet et en plaçant derrière cet objet un capteur photographique. Alors il peut s'agir d'un film argentique comme les pellicules qu'on utilisait il y a encore peu dans les appareils photo, mais il peut aussi s'agir d'un capteur numérique qui équipe aujourd'hui la majorité des appareils et des téléphones. Et il va donc sur ce capteur se former une image en noir et blanc qui reflète la structure de l'objet traversé par les rayons X. Donc voilà typiquement le type d'image qu'on peut obtenir ici sur une poignée d'épée de l'âge du bronze, de la toute fin de l'âge du bronze. On a donc une image en noir et blanc.
On a en noir tout autour de l'objet la partie du capteur qui a reçu une exposition maximale aux rayons X, puisque ceux-ci n'ont pas traversé l'objet, ils n'ont donc pas été atténués. Et à l'autre extrémité, on a en blanc des parties du capteur qui ont été très peu exposées aux rayons X. Et ici, en fait, ça correspond au pommeau de l'épée, qui est la partie la plus large de l'épée et donc qui a le plus atténué le rayonnement. Et puis, entre ces deux extrêmes, entre le noir et blanc, on va trouver un certain nombre de nuances de gris qui vont nous renseigner sur la structure interne de l'objet. Notamment ici, on va pouvoir observer ce qu'on appelle des soufflures, qui sont ces vides, ces parties vides de forme plus ou moins ovale à l'intérieur de l'objet, et qui correspondent en fait aux gaz qui s'échappent lors de la coulée et qui sont piégés à l'intérieur de l'objet lorsque celui-ci refroidit trop vite. Donc c'est typique des productions de l'âge du bronze pour lesquelles on n'a pas vraiment de maîtrise de la vitesse de refroidissement du métal une fois que la coulée est faite dans le moule, et donc on se retrouve avec un certain nombre de défauts à l'intérieur de l'objet qui sont assez caractéristiques. Par ailleurs, on a également une rupture assez nette à l'intérieur du métal. Si vous suivez le pointeur ici, c'est une rupture qui nous informe qu'on n'a pas affaire à un objet créé d'un seul tenant. On n'a pas ici une lame et une poignée qui ont été coulées d'un seul jet, mais on a bien deux parties distinctes qui ont été assemblées. Alors, la radiographie, c'est une technique qui a beaucoup de potentiel, qui est très intéressante, mais qui pose aussi un certain nombre de problèmes. C'est-à-dire qu'on a en fait une image en 2 dimensions qui reflète le volume de l'objet qui, lui, est en 3 dimensions. On a donc une projection de la 3D vers la 2D, ce qui va poser un certain nombre de problèmes d'interprétation. C'est-à-dire qu'ici, par exemple, on est capable de voir qu'il y a différents éléments qui composent notre épée, mais on n'est pas capable de les situer précisément dans l'espace et de les localiser avec précision les uns par rapport aux autres. Par exemple, ici, on a des taches, donc à nouveau des soufflures, mais toutes ces soufflures qu'on observe dans notre objet, on n'est pas capable de savoir si elles sont situées au même niveau ou s'il y en a qui sont juste sous la surface et d'autres qui sont plus profondément au centre de l'objet. Donc ça, c'est vraiment une limite extrêmement importante pour cette technique qui va vraiment nuire à l'interprétation des techniques de production, en particulier quand, comme ici, on a des objets extrêmement complexes avec plein de pièces qui sont fixées les unes aux autres avec différentes techniques. Donc pour dépasser cette limite, on va avoir recours à une autre technique qui est dérivée de la radiographie et qu'on appelle la tomographie. Alors c'est en fait une technique que vous connaissez peut-être sans le savoir, si vous êtes déjà allé passer un scanner ou un IRM à l'hôpital. Il s'agit de tomographie et qu'on va pouvoir appliquer ici aux objets archéologiques. Donc quand on a affaire à des objets, le principe c'est qu'on va venir prendre une radiographie de notre objet, on va venir le tourner légèrement, reprendre une radiographie et répéter le processus jusqu'à ce que l'objet ait fait un tour sur lui-même à 360 degrés. Alors évidemment, quand c'est fait avec des humains, ce n'est pas la personne dans l'appareil qui tourne, mais ce sont le tube à rayons X et le capteur photographique qui tournent autour de lui. C'est évidemment beaucoup plus simple, mais quand on a affaire à des objets inanimés comme un squelette ou comme une épée, c'est beaucoup plus simple de faire tourner l'objet sur lui-même. Pour ça, on va utiliser ce type d'appareil. Donc ça s'appelle un tomographe à rayons X. Ici, c'est celui de l'université de Gand que j'ai utilisé pour ma thèse de doctorat. Et donc on a ici à une extrémité la source de rayons X qui va venir projeter nos rayons X sur l'objet qui est placé au centre. Et à l'autre extrémité, à droite, on a le capteur sur lequel vient se former l'image. Ici, l'épée, vous voyez qu'elle est insérée dans un tube en PVC qui est lui-même monté sur une base rotative. Et donc, avec cet appareil, on va pouvoir venir réaliser entre 1400 et 1500 radiographies du même objet, mais à chaque fois sous un angle un tout petit peu différent. Donc voilà le type de radiographie qu'on obtient. Ici, c'est une épée qui est conservée au musée des Beaux-Arts et d'Archéologie de Vienne, en Isère, que j'ai pu étudier et qu'on a transporté à Gand. Donc avec le type d'appareil que je vous ai présenté précédemment, on va obtenir ce type de cliché radiographique. Alors évidemment, tout seul, cette radiographie, elle ne nous dit pas grand-chose. Vous voyez qu'elle est assez difficilement lisible et elle n'est pas extrêmement utile. Sauf que quand on a réalisé nos 1500 clichés radiographiques en tournant l'objet sur lui-même, avec un logiciel, on va pouvoir venir réaliser des coupes numériques
à l'intérieur d'un modèle. C'est-à-dire qu'on va réaliser un modèle 3D de l'objet, de sa surface, mais aussi de sa structure interne, qu'on va pouvoir venir explorer à l'aide de ces coupes. Donc ici, ces coupes sont des coupes transversales, c'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'on a coupé notre objet selon l'axe que je montre à l'écran ici, donc un axe perpendiculaire à l'axe de l'objet, et qu'on est venu visualiser la surface de coupe. Donc ça, c'est un outil qui est extrêmement puissant. On va notamment venir pouvoir superposer ces différentes coupes pour venir créer le modèle 3D et venir réaliser des coupes selon d'autres plans et donc obtenir ce type de visuel qui va permettre de précisément localiser les défauts et les différentes pièces de l'épée les unes par rapport aux autres dans l'espace et donc aller bien plus loin que ce qu'on peut faire avec la radiographie. Il faut voir cette technique de la tomographie comme permettant de réaliser une véritable dissection numérique de l'objet, le tout sans toucher à l'objet réellement et sans avoir à prendre de prélèvement ou quoi que ce soit. Donc ici, dans ce cas-là, c'est intéressant à plusieurs titres, cette tomographie. Déjà, on voit qu'on a une partie totalement vide à l'intérieur de la poignée, qu'on ne voit pas du tout en surface. Également, une partie vide à l'intérieur du pommeau, qui est totalement invisible vu de l'extérieur. Et ça nous dit qu'on a ici affaire à une poignée d'épée composite qui était initialement formée de métal. Donc le métal, on le voit très bien ici, mais également de matériaux organiques, qui se sont décomposés lors du temps. Enfin, il suffit d'une dizaine ou d'une cinquantaine d'années pour que les matériaux organiques comme le bois ou l'os disparaissent dans certaines conditions. Et ici au centre, on a donc cette matière organique qui a été minéralisée, ce qui fait qu'on la voit très bien à la surface de l'objet grâce au processus de corrosion, mais qu'une fois passé au rayon X, on ne voit que le métal et donc on peut vraiment faire la distinction entre les parties organiques et métalliques. On peut même aller plus loin avec cette technique de la tomographie, et donc je vous l'ai dit, en réalisant un modèle 3D de l'objet, de sa surface, mais aussi de l'intérieur. Ça veut dire qu'avec des traitements de ce modèle 3D, on va pouvoir visualiser ce qu'il y a sous la couche de corrosion de l'objet, et donc visualiser sa surface originelle. C'est ce qui a été fait ici avec cette hache du dépôt Décal dans le Pas-de-Calais. Donc c'est un dépôt, c'est un ensemble d'objets qui ont été rassemblés et enterrés ensemble à un moment donné. Donc ici on a une série d'une quarantaine de haches qui ont été enterrées à peu près vers 1700-1600 avant Jésus-Christ. Et vous voyez que ces haches, elles ont en surface une couche de corrosion extrêmement importante qui ne permet pas de lire la surface de l'objet. Eh bien, avec la tomographie, on est capable de venir procéder à une restitution de la surface de l'objet sous la couche de corrosion, ce qui permet notamment ici, dans ce cas, de dévoiler un décor donc composé notamment de petits traits qui viennent former des chevrons. Et puis, dans le cas des épées, on va même pouvoir restituer en 3 dimensions l'intérieur de l'objet et donc visualiser ainsi des parties cachées auxquelles on n'a pas accès depuis l'extérieur. Par exemple, ici, on a affaire à une poignée d'épée qui est creuse, dans laquelle est insérée l'extrémité de la lame. Donc c'est ce qu'on appelle la languette, c'est sur cette languette qu'est fixée la lame. Et grâce à la tomographie, on va pouvoir découper une véritable fenêtre de manière numérique à l'intérieur de la poignée et observer la surface de la languette. On voit notamment que sur cette languette, l'artisan est venu faire des marques, ce qu'on appelle des marques de comptage, et donc qui sont vraisemblablement des marques qui servaient à l'artisan pour déterminer quelle poignée allait avec quelle lame, dans la mesure où les deux parties ont besoin d'être parfaitement agencées l'une pour l'autre. Donc ces techniques-là, elles sont intéressantes puisqu'elles vont permettre de reconstituer ce qu'on appelle la chaîne opératoire, c'est-à-dire l'ensemble des étapes par lesquelles tout artisan qui souhaite produire une épée doit passer pour transformer le métal brut en un objet fini. Donc à chacune de ces étapes, il y a différentes possibilités, différents choix qui peuvent être réalisés par l'artisan. Et en documentant ces choix de manière récurrente sur plusieurs objets, on est capable de venir effectuer une classification des objets, non plus sur une base stylistique, ce que je vous ai montré en début de présentation, mais cette fois-ci sur une base technologique. Donc moi, dans ma thèse, je me suis particulièrement intéressé à l'étape d'emmanchement, donc à la manière dont la poignée et la lame sont fixées l'une à l'autre, ce qu'on peut documenter de manière extrêmement précise grâce aux méthodes d'imagerie que je vous ai présentées juste avant. Alors, je ne rentre pas dans le détail, mais voilà, j'ai proposé dans le cadre de ma thèse un nouveau cadre de classification des épées uniquement sur des bases technologiques. Et pour faire très simple, les épées se divisent en 2 grands groupes, celles qui ont une poignée pleine,
donc dans laquelle on ne distingue pas de parties creuses à l'intérieur, et celles qui sont dotées d'une partie creuse dans lesquelles on reconnaît différentes subdivisions selon la forme de cette cavité interne et selon la forme de la lame qui conditionne les méthodes d'emmanchement. Alors je passe là-dessus assez rapidement hein, puisque c'est pas la partie la plus intéressante de la présentation. Je ne vais pas nous faire de présentation détaillée de cette classification. Je vais simplement souligner le fait que ces épées de l'âge du bronze, elles se répartissent en deux catégories principales. Et la première, je l'ai mentionné, c'est celle des épées à poignée creuse. Les épées à poignée creuse, elles sont quasiment systématiquement réalisées à partir d'une technique qu'on appelle la fonte à la cire perdue. Je ne sais pas si vous êtes familier avec cette méthode. Hein. C'est une méthode de fonte qui va permettre de transposer en bronze un modèle qui a été réalisé au préalable en cire d'abeille. La technique est en fait relativement simple. On vient modeler l'objet qu'on souhaite obtenir en bronze. On vient enrober ce modèle d'une chape d'argile tout en laissant une ouverture au sommet de l'objet. Et puis ensuite, on vient chauffer le tout, ce qui va avoir pour effet de liquéfier la cire. Donc en liquéfiant la cire, on va pouvoir l'évacuer de notre bloc d'argile en le retournant. Et on se retrouve en fait assis avec un moule, c'est-à-dire un bloc d'argile au centre duquel il y a une partie creuse qui est l'objet qu'on souhaite produire, mais en négatif, donc l'empreinte laissée par le modèle en cire. Il ne reste ainsi donc plus qu'à venir couler du bronze en fusion à l'intérieur de ce moule, et on va obtenir un objet en bronze qui correspond à l'objet initialement réalisé en cire. Donc c'est vraisemblablement à l'aide de cette technique que sont réalisées la quasi-totalité des épées à poignée creuse, bon, avec un processus qui est un petit peu plus complexe, puisqu'on vient en fait modeler notre modèle en cire sur un noyau, sur ce qu'on appelle un noyau, qui est un bloc d'argile, qui va être retiré après la coulée, de manière à obtenir une poignée creuse. Alors, je suis désolé, c'est un petit peu abstrait avec ces schémas. De manière plus concrète, voilà comment on peut identifier ces épées à poignée creuse à l'aide d'une technique comme la tomographie que j'ai présentée précédemment. Vous voyez ici sur les coupes réalisées dans cet objet qu'on distingue extrêmement bien ce qui relève de la poignée, en suivant le curseur ici, et ce qui relève de la lame qui est à l'intérieur. Et on voit qu'entre la lame et la poignée, on a une zone vide à l'intérieur du métal. Et donc on a bien affaire à une poignée creuse qui a été coulée puis emmanchée à une lame. Donc ici d'ailleurs c'est assez intéressant, hein. J'insiste un peu sur cette tomographie et sur les techniques employées pour produire cette épée puisqu'on y reviendra un petit peu après. On a donc une poignée creuse et l'emmanchement ici se fait en deux temps. Donc vous voyez qu'ici on a le métal de la lame avec cette languette qui est insérée assez profondément à l'intérieur de la poignée. C'est ce qu'on appelle donc une languette bipartite qui atteint l'intérieur de la fusée et qui n'est pas limitée à l'intérieur de la garde. Cette languette, on voit également à ce niveau-là, donc on le voit sur cette coupe centrale ici, mais aussi sur la coupe transversale à droite, que les bords de la languette sont en contact étroit avec les parois internes de la poignée. Ça veut dire qu'on est vraiment venu rentrer cette lame de force à l'intérieur de la poignée, de manière à bloquer les deux parties de l'objet l'une avec l'autre. Et puis, une fois ce blocage réalisé, l'artisan est venu ajouter deux rivets, donc deux petites tiges métalliques qui traversent à la fois la poignée et la lame de chaque côté de la garde pour venir renforcer l'emmanchement. Donc ça, c'est vraiment une technique qui est caractéristique des épées de la lignée nord-alpine que j'ai présentée précédemment. Et donc, entre 1450 et 900 avant Jésus-Christ à peu près, la quasi-intégralité des épées à poignée métallique d'Europe centrale sont réalisées avec cette technique. Et puis l'autre technique majoritaire, c'est celle qui sert à produire des épées à poignée pleine. Vous voyez sur cette radiographie que contrairement à l'épée précédente, on n'a pas du tout de cavité interne, on n'a pas de partie sombre qui indique qu'il y a un espace entre le métal qui compose la poignée et le métal qui compose la lame. En fait, ces poignées-là, elles sont généralement réalisées avec une technique qu'on appelle la coulée secondaire ou la surcoulée. Ça veut dire qu'un artisan est venu construire un moule directement sur le sommet de la lame et qu'il est venu couler le métal directement par-dessus la languette. Donc c'est une technique 2 en 1 qui permet de faire la fonte et la fixation en une seule et même étape de travail. C'est aussi une technique qui est dangereuse puisque s'il y a des défauts qui apparaissent lors de la coulée de la poignée, on n'est plus capable de désolidariser les deux éléments et donc il est obligatoire de recommencer le processus.
Par ailleurs, on voit bien sur cette radiographie qu'on distingue avec les méthodes d'imagerie, on distingue la poignée et la lame. C'est-à-dire que les deux parties ne fusionnent pas l'une avec l'autre lors de la coulée, mais on a plutôt un emmanchement qui se fait par contact mécanique entre les deux parties, dont le contour demeure visible avec les techniques de radiographie et de tomographie. Bon, c'est ce que je montre ici avec la tomographie qui est peut-être plus facile à interpréter. Avec, si vous suivez le curseur, hein, le pointeur laser, pardon, on arrive très bien à distinguer ce qui relève de la lame et ce qui relève de la poignée. Donc vraiment, là, évidemment, ça serait beaucoup plus solide cet emmanchement s'il y avait une fusion. Mais encore une fois, comme les populations de l'âge du bronze ne maîtrisent pas bien le refroidissement du métal et que le refroidissement intervient extrêmement vite une fois la fonte réalisée, la température n'est pas maintenue pendant une durée suffisante pour qu'une véritable soudure se réalise. Donc, d'un point de vue technologique, maintenant, si on en revient à l'épée de Digne, encore une fois, la question, c'est où est-ce qu'elle se situe dans l'évolution des techniques qui sont employées pour produire les poignées métalliques. Alors, j'ai pas de réponse vraiment définitive à vous apporter, puisque, comme je l'ai dit, je n'ai commencé à étudier cette épée qu'hier, et les examens d'imagerie que je souhaiterais pratiquer n'ont pas encore eu lieu. Néanmoins, comme en surface, on ne détecte aucun système de fixation, comme par exemple des rivets, il me semble que la technique de la coulée secondaire ou de la surcoulée que je viens de vous présenter a vraisemblablement été employée pour produire cette épée. Alors, si c'est le cas, qu'est-ce que ça nous dit sur cette arme? Et là, encore une fois, je vais revenir brièvement sur l'histoire des épées à poignée métallique, mais cette fois-ci sous un angle technologique. En effet, je reviens donc à notre lignée nord-alpine qui commence avec ses épées à fusée octogonale que je vous ai déjà présentées auparavant. Et comme je vous l'ai dit, l'intégralité de ces épées est réalisée avec cette double méthode d'emmanchement, donc avec une poignée creuse dans laquelle la lame est coincée d'abord et bloquée grâce à la languette. Et une fois que ce blocage est réalisé, on vient ajouter 2 rivets. Cette technique, dans ma thèse, c'est ce que j'ai appelé le type technique EPC3B, mais peu importe, c'est ce qui correspond au carré bleu sur les cartes de répartition que je vais vous montrer. Et ce qu'on observe, c'est qu'on a une très très forte homogénéité technique, c'est-à-dire que toutes les épées de ce type sont faites de la même manière. Et cette homogénéité, elle perdure aux périodes suivantes. Je vous montre ici un exemple au XIIIe siècle avant Jésus-Christ. Et vous voyez que les épées d'Europe centrale, qu'on trouve donc entre la zone nord-alpine et le bassin des Carpates, sont à nouveau réalisées à l'aide de cette même technique qui va perdurer pendant plusieurs siècles sans aucun changement. La situation, elle commence à changer légèrement à partir du Xe siècle avant Jésus-Christ. Donc à cette époque-là, vous voyez que les épées d'Europe centrale sont toujours réalisées de la même manière. Néanmoins, il y a quelques épées qu'on va trouver en France, et notamment dans l'est de la France, qui vont présenter une nouvelle technique qui n'était presque pas utilisée auparavant. Cette technique, donc les points rouges sur cette carte, c'est cette fameuse technique de la coulée secondaire que j'ai déjà évoquée. Et en fait, ces points rouges sur la carte précédente, il s'agit des épées à garde triangulaire que j'ai déjà utilisées comme point de comparaison à l'épée de Digne il y a quelques temps. Donc on voit que si notre épée de Digne était effectivement réalisée avec la coulée secondaire, la comparaison que j'ai effectuée avec ce groupe d'armes serait effectivement d'autant plus pertinente. Bon, et je termine juste l'histoire des épées en évoquant, avant de terminer ma présentation, la toute fin de l'âge du bronze, le 9e siècle avant Jésus-Christ. J'ai dit précédemment que c'était une période de forte diversification typologique. C'est aussi une période où les techniques de production sont extrêmement différentes. Les épées de la lignée nord-alpine avec ce double système blocage-rivetage disparaissent quasiment totalement et elles laissent la place à de nouvelles techniques de production et en particulier, vous le voyez sur cette carte avec le nombre de points rouges extrêmement important, avec cette technique de la coulée secondaire qui prend une ampleur énorme à cette période-là. Donc on a vraiment le 9e siècle avant Jésus-Christ, une période de bouleversement important, à la fois dans la production et la consommation des épées, avec l'émergence de nouveaux utilisateurs et en parallèle l'émergence de nouveaux ateliers qui vont utiliser des techniques différentes de celles qu'on utilisait auparavant. Voilà, donc on est allé extrêmement loin à la fois dans la typologie, dans les techniques, et on a vraiment allé chercher des éléments de comparaison un petit peu partout en Europe. Donc pour conclure et résumer ce que j'ai pu obtenir de l'étude de cette épée de Digne jusqu'à présent, c'est déjà, et j'insiste encore sur ce terme, donc il s'agit d'un unicum.
Donc vraiment d'une pièce singulière pour laquelle on a très peu d'éléments de comparaison, et notamment avec ce pommeau et ce système d'incrustation, et puis aussi cette fusée avec des matières organiques préservées, ce qu'on ne retrouve quasiment jamais sur ce type d'arme. À mon avis, on a une épée qui a été produite avec cette technique de la surcoulée, donc une poignée qui a été coulée directement sur le sommet de la lame, par opposition à une poignée creuse qu'on est ensuite venu fixer à l'aide de rivets par exemple. Et ces éléments, à la fois stylistiques, notamment au niveau de la garde, et technologiques, m'orientent vers une datation au Xe siècle avant Jésus-Christ. Xe siècle avant Jésus-Christ qui correspond en fait à l'émergence de productions locales dans l'est de la France. Et on a en fait affaire à cette période-là aux prémices des productions qui vont prendre beaucoup plus d'importance à compter du 9e siècle avant notre ère. Donc voilà, il y a encore beaucoup de choses à faire. C'est une épée qui est vraiment singulière par sa forme, par sa localisation. Et donc je ne désespère pas que dans le futur, on retrouve d'autres épées de ce type-là qui puissent nous en dire un peu plus concernant leur nature. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Plus d'informations sur www.muséepréhistoire.com.